et je vais présenter très brièvement Monsieur Saint-Étienne, le professeur Saint-Étienne, donc, qui est titulaire de la chaire d'économie industrielle au CNAM. Et aujourd'hui, Monsieur Saint-Étienne développera son analyse sur le plan de relance qu'il souhaite à la fois plus incitatif et plus stratégique notamment. Donc, professeur Saint-Étienne, c'est à vous pour 15-20 minutes de propos introductifs avant les questions-réponses. Très bien, merci. Donc effectivement, on a un plan de relance qui a été annoncé de 100 milliards d'euros, qui est en trois parties. Une partie concernant la transition énergétique pour 30 milliards d'euros, une partie pour favoriser les relocalisations industrielles pour 35 milliards d'euros et une partie pour la cohésion sociale et territoriale pour également 35 milliards d'euros, donc 100 milliards au total, avec des fonds qui devraient être dépensés sur la période 2021-2022 et 40% la première année. Donc, les trois volets sont pas trop mal conçus. Le problème, c'est que l'argent sera déboursé à partir du printemps 2021 et une grande partie à partir de l'automne 2021 jusqu'à l'automne 2022. Donc, c'est un peu loin par rapport aux besoins des entreprises. C'est pour ça qu'il me semble qu'il manque un quatrième volet à ce plan, outre les trois sur les compétences, la transition énergétique et la relocalisation. Donc, un quatrième volet que je suggère de décliner en trois parties. D'abord, un apport en fonds propres de 70 milliards d'euros aux entreprises du secteur marchand. Je reviendrai sur ce premier élément. Ensuite, une mesure qui autorise l'amortissement fiscal en 2 ans de tous les investissements en machines et équipements, notamment les robots et le numérique, à condition d'être commandés avant le 30 juin 2021. Donc, quand je dis le 30 juin 2021, il faut que ce soit une commande finalisée et il faut que les matériels soient installés opérationnels avant le 30 juin 2022. Alors, ce qui est derrière cette proposition, c'est bien sûr le fait que les sondages, les estimations de l'INSEE montrent que l'investissement des entreprises pourrait baisser de 20% cette année et ne pas rebondir significativement en 2021. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises ne s'endorment pas, même si elles sont soumises à des contraintes de liquidité, d'autant plus que l'État a été très généreux avec les prêts garantis par l'État, puisque plus de 121 milliards d'euros qui ont déjà été tirés par les entreprises. Donc ça, ce deuxième volet donc, sur l'amortissement fiscal a pour objectif de contribuer aussi à la demande. Donc c'est à la fois sur l'offre et sur la demande. J'ai un troisième élément que je ne vais pas beaucoup développer ce soir, même si je le développe par ailleurs. C'est une distribution de bons d'achat à hauteur de 5 milliards d'euros aux familles ayant des revenus très faibles, notamment les familles avec des parents isolés et des enfants. Donc l'idée, c'est, tout le monde a noté que les grandes économies faites par les ménages ont été essentiellement stockées en épargne. Et donc là, l'idée, c'est de provoquer un mini-choc de consommation en distribuant donc à hauteur de 5 milliards d'euros des bons d'achat. Des bons d'achat qui tombent à zéro au bout de 6 semaines. Donc, selon le niveau de revenu des ménages, ils recevraient 2 bons d'achat de 20 000 euros, deux bons d'achat de 200 euros chacun ou 3 bons d'achat de 200 euros chacun. Ce que j'avais en tête, c'est les revenus des ménages qui sont inférieurs à 30 000 euros. Donc, c'est à l'État et le ministère des Affaires sociales de déterminer exactement les critères. L'objectif, c'est donc, alors d'abord, ces bons d'achat ne serviraient qu'à acheter des biens alimentaires et des équipements pour les enfants. Je parle d'équipements pour aller à l'école ou des manteaux pour l'hiver. Donc là, il s'agit de créer, donc, comme je le disais à l'instant, un mini-choc de consommation qui aiderait le secteur de la distribution. Évidemment, il s'agit aussi d'aider les familles qui sont en difficulté parce que
si le chômage partiel a beaucoup aidé les gens qui ont un CDI, il y a quand même 750 000 personnes qui ont déjà perdu leur emploi. D'ici Noël, 1 million de personnes auront perdu leur emploi et donc il y a un développement très significatif de la pauvreté. Et là, je voulais surtout insister sur le premier élément que j'ai évoqué, c'est-à-dire cet apport en fonds propres de 70 milliards d'euros aux entreprises. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas face à une crise qui est la même pour tout le monde. Donc, on annonce une baisse du PIB de 9 à 10% selon les sources, mettons 9,5% pour la moyenne de l'intervalle. Et ceci étant, ce n'est pas la mesure exacte de l'ampleur de la crise, puisque normalement, on aurait dû connaître une croissance de 1,5%. Donc, en fait, le choc est de 11%, 9,5 plus 1,5. Mais surtout, alors, si c'était un choc de 11% pour tout le monde, le plan de 100 milliards aurait contribué avec toutes les mesures déjà prises sur le chômage partiel et les aides apportées à certains secteurs. Toutes ces mesures auraient en grande partie traité le sujet. Le problème, c'est qu'à l'occasion de cette crise, on va avoir une différenciation très forte de la situation selon les secteurs économiques. Et en équivalent PIB, qui, vous le savez, la somme des valeurs ajoutées, on peut dire que 20% de l'économie, alors que l'économie va baisser de 11% en moyenne, 20% de l'économie va au contraire être en expansion de 5, 10, 15, 20%, notamment dans les secteurs du numérique, mais également dans la santé et la sécurité. Donc, on a un premier secteur, 20% de l'économie qui va faire du plus 10, plus 15, plus 20. On va avoir 60% de l'économie qui va faire du moins 10, moins 11, comme la moyenne de l'économie. Et on l'évoque peu, on a un troisième segment de l'économie, à peu près 20% également en équivalent PIB, qui lui va être à moins 20, moins 30, moins 40, restructuré ou fermé. Donc dans ce contexte, la tentation française, c'est toujours d'aider les perdants. C'est une tentation qu'on a depuis 70 ans, que la gauche ou la droite soit au pouvoir. Or, là, nous sommes pas seulement dans une crise, mais au même moment, dans un moment d'accélération de la mutation numérique. Et c'est pour cela que l'idée, c'est de faire un apport de 70 milliards d'euros de fonds propres et quasi-fonds propres aux entreprises qui sont solvables. Et l'idée, c'est d'accélérer le développement économique des entreprises dont la production répond à une demande solvable de biens et services. Donc ça, ce n'est pas une approche naturelle pour les Français. Encore une fois, j'insiste, parce que c'est très important. On aide les perdants ici, on aide ceux qui sont en difficulté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisque moi-même, tout à l'heure, j'avais une mesure pour les ménages pauvres. Mais simplement, quand on est dans un moment de mutation totale, il faut accélérer le développement de ceux qui vont bien. Alors, comment a été calculé le 70 milliards d'euros? Moi, j'avais fait des estimations en fonction de ce qui se passe en Allemagne. Les Allemands ont mis 100 milliards d'euros sur la table. Comme l'économie française est malheureusement tombée à 70% de l'économie allemande, parce qu'à force de faire n'importe quoi depuis 15 ans et à la suite de la vague de désindustrialisation massive qu'a connue notre pays depuis 20 ans, le poids relatif de l'économie française par rapport à l'économie allemande est passé de 80% à 70%, dans l'indifférence générale d'ailleurs. Donc, si les Allemands mettent 100 milliards, 70% de 100 milliards, ça faisait 70 milliards. Patrick Artus a fait d'autres estimations et par d'autres moyens, il est arrivé au même chiffre. C'est un chiffre assez différent de celui que vous avez dans le plan de relance de 100 milliards, puisque vous savez que ce plan de relance de 100 milliards ne comprend que 3 milliards d'aide publique pour les fonds propres et les quasi-fonds propres. Qui plus est, l'État, dans ce plan de relance, annonce un multiplicateur colossal de 6, ce qui fait qu'il prétend que avec son apport de 3 milliards, l'apport définitif serait de 18 ou 20. Mais personne ne croit à un multiplicateur de cette nature. Donc, je vais expliciter la mesure de 70 milliards. L'idée, c'est que l'État amène 20 milliards
et que les trois autres grands acteurs financiers, les banques, les compagnies d'assurance et les fonds d'investissement, apportent 50 milliards. Pour que ces autres acteurs apportent 50 milliards, il faut évidemment qu'il y ait un mécanisme par lequel l'État prenne les premières pertes. Sinon, je pense que certains d'entre vous connaissent les contraintes des banques liées à Bâle 3 et les contraintes des compagnies d'assurance liées à Solvabilité 2. Donc, si l'État prend les premières pertes, ça permettra aux grands acteurs financiers que j'évoquais d'intervenir sans avoir à immobiliser trop de fonds propres. Donc, l'idée, c'est que l'État prendrait 80% des pertes, alors par famille d'investissement, c'est-à-dire que s'il investit, alors c'est la BPI qui serait le bras armé de l'État dans cette politique. Imaginons, il n'y a pas tellement de grandes compagnies d'assurance, mettons qu'il y en ait 5 ou 6 puissantes et puis quelques autres. L'État, pour chaque compagnie d'assurance, investirait dans un portefeuille de cibles. Même chose pour les banques et même chose pour les fonds d'investissement. Et donc, sur chaque portefeuille, l'État se retrouve avec un investisseur précis. Et donc, l'État prend 80% des pertes. Simplement, quand il y a des gains, il prend 40% des gains et ensuite on répartit au prorata. Alors, il prend 40% des gains jusqu'à hauteur des pertes qu'il a subies et puis le reste donc, est réparti en fonction des apports. Alors, comment peut-on proposer, quelle proposition peut-on faire pour trouver les 20 milliards de l'État? Dans la situation actuelle, il peut apporter 5 milliards à la BPI. Les 15 autres milliards, je fais une proposition iconoclaste, mais le livret A détient plus de 300 milliards de dépôts. Et je propose qu'on prélève avec une garantie de l'État 15 milliards sur le livret A, c'est-à-dire les sommes détenues à la Caisse des dépôts, puisque le principal usage des fonds du livret A, c'est le logement. Simplement, dans la crise actuelle, on peut considérer qu'une politique de ce type qui permettrait de protéger et de développer des centaines de milliers d'emplois serait une politique sociale répondant aux mêmes objectifs que ce qui est souhaité pour le logement social. Donc, cette politique, au fond, permet de faire des apports aux PME et aux ETI. L'objectif aussi, c'est de multiplier le nombre d'ETI, il doit me rester 4-5 minutes. Et donc, si je multiplie les investissements qui peuvent varier de 50 000 € à 500 millions d'euros selon l'importance de l'entreprise à laquelle on apporte ces aides, enfin, en l'occurrence, ce sont des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres qui visent à accélérer le développement des entreprises qui sont en bonne santé. Donc, je reviens à nouveau sur ce que je disais. Là, dans ce cas précis, il s'agit d'aider les entreprises qui sont en bonne santé pour qu'elles se développent, créent massivement les emplois de demain. Parce que protéger les emplois d'hier ne nous mènera pas loin. La BPI donc serait le bras armé de la politique de l'État, mais il est clair que quand sur chaque portefeuille, par exemple la BPI sur, je ne sais pas moi, une centaine de cibles qui sont apportées par la BNP, je prends un exemple, la BNP a un portefeuille de dizaines de milliers d'entreprises. Imaginons que dans un premier temps, elle apporte une centaine de dossiers sur lesquels elle considère qu'il y a nécessité d'apporter des fonds propres et des quasi-fonds propres. La BNP a déjà fait une préanalyse qui lui permet de dire que c'est une entreprise solvable qui a la capacité de traverser la crise. La BPI fait une contre-analyse et lorsqu'ils sont d'accord, donc ils font des apports, comme je le disais, de 50 000 à 500 millions d'euros dans le cadre de cet apport général de 70 milliards d'euros. Et sur chacun des dossiers, comme je le disais, les premières pertes sont prises par l'État et l'État se rémunère en retour lorsqu'il y a des gains. Alors,
ce quatrième volet, à mon avis, pour être efficace, il doit intervenir avant les trois autres. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois autres vont vraiment se déployer à partir du printemps 2021. Or, les besoins de fonds propres et les décisions d'investissement doivent être prises aujourd'hui. Nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle, la troisième révolution industrielle de l'informatique, qui a démarré il y a une trentaine d'années. Mais cette révolution industrielle connaît des accélérations. Nous sommes dans la troisième accélération de la troisième révolution industrielle, portée par la 5G et par toutes les transformations dans l'espace, l'espace numérique, pas seulement le cloud, je parle du vrai espace avec des myriades de satellites. Et puis, il y a une quatrième accélération sous notre nez, qui a déjà commencé d'ailleurs, avec le double numérique des usines et des corps humains, qui va avoir des applications phénoménales pour les entreprises en gain de productivité, pour le deuxième exemple, en termes de santé. Et donc là, il faut investir à nouveau massivement. L'intérêt de cette politique, vous savez que également, nous avons eu beaucoup de succès depuis 7-8 ans sur les startups, mais que dès qu'il s'agit d'amener 20 ou 30 millions d'euros, on part aux États-Unis. Donc, dans le cadre de cette politique, on pourrait faire un certain nombre d'interventions pour permettre à des startups françaises de devenir des licornes sans avoir à passer par la case Nasdaq. Donc, c'est toute une vision d'ensemble qui est derrière ce projet. L'idée également, comme je l'ai évoqué, c'est que les fonds doivent être déboursés assez vite. L'idée, c'est que la moitié des fonds devraient être engagés avant le 30 juin 2021, parce que si vous prenez les grandes banques et les grandes compagnies d'assurance, elles connaissent les cibles. Elles savent quelles sont les 5 ou 6 000 entreprises françaises sur lesquelles il faut investir parce qu'elles sont dans les secteurs porteurs pour demain. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Il faut agir avec ceux qui connaissent déjà le marché et avoir une politique extrêmement volontariste qui permette à l'économie française de connaître une accélération de développement dans les secteurs correspondant à la nouvelle demande de produits et services. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Ce volet-là manque dramatiquement. Alors, dernier point peut-être, j'ai évoqué le fait tout à l'heure que dans le projet de l'État, il y avait 3 milliards d'euros avec un levier supposé de 6 ou 7, puisque ça devait déclencher une vingtaine de milliards d'investissements. Dans le projet que j'ai évoqué ici, l'État amène 20 et le secteur privé 50. Donc, on est dans un levier beaucoup plus raisonnable de 2,5 qui permet d'aller beaucoup plus vite, et notamment parce que la proposition que je fais prévoit un mécanisme qui permet de contourner les limites liées à BAL 3 et à Solvabilité 2. Voilà donc ce que je propose. Et on peut mettre à discussion cette proposition si vous souhaitez. Merci, professeur Saint-Étienne. C'était très, très intéressant. Alors, je vais vous poser les premières questions. Il y a une première question que, si je lis bien ce que vous écrivez et dans vos interventions, vous dites qu'il y a peut-être un travail pour que la France soit mieux adaptée par rapport aux investissements que le gouvernement fait dans l'économie française et par rapport à son potentiel, notamment dans les nouvelles technologies. Alors, comment peut-être cibler mieux les investissements pour que ça corresponde au potentiel industriel, technologique français? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, là, on vient d'apprendre qu'il y aura une déclaration du président de la République mercredi soir. Est-ce qu'il y a une possibilité aussi de conjuguer des restrictions sanitaires et une relance de l'économie? On avait déjà eu Patrick Artus un webinaire, on lui avait posé aussi cette question, comment arbitrer ou conjuguer à la fois une politique pour le sanitaire et pour faire baisser le nombre de contaminations, de morts du virus, et en même temps une relance de l'économie. Est-ce que vous pensez l'arbitrage ou la conjonction des deux possible et comment?
Alors, sur la première question, nous avons des points d'excellence. Nous sommes très bons en défense. Euh, si j'étais, évidemment, ça va faire sourire tout le monde, ce n'est pas le sujet. Si j'étais président de la République, je mettrais le paquet sur la défense. Vous connaissez tous vraisemblablement la DARPA au Pentagone, qui est le bras armé de l'innovation militaire aux États-Unis. Il y a un équivalent en Israël, il y a un équivalent évidemment en Russie et en Chine. En France, la politique d'innovation et de commande publique liée à la technologie du ministère de la Défense, c'est 800 millions d'euros. Et encore, c'était 500 millions il n'y a pas longtemps, ça vient d'être porté à 800 millions. Moi, dans le contexte actuel j'aurais porté cette enveloppe à 3 milliards d'euros par an, très rapidement, peut-être en 2 ans. Parce que l'objectif, c'est justement de mobiliser nos startups dans le domaine de la défense. On a des trous majeurs sur les drones, mais pas seulement. Et il est absolument impératif aussi en termes de cybersécurité d'investir absolument massivement. Ça protège pas seulement le potentiel de défense, mais les entreprises. Et on a d'excellentes entreprises dans ce domaine. Et vous avez vu depuis 3 ans que certaines d'entre elles ont fait l'objet de rachats ou tentatives de rachat par des Américains ou des Chinois. Et à chaque fois, le ministère de la Défense en France disait qu'il n'avait pas les capacités d'investir pour faire en sorte que ces entreprises restent en France. Donc là, le mécanisme que je propose permettrait notamment de cibler ce secteur, mais ça permettrait de cibler les principaux secteurs de la souveraineté. Quand vous regardez toute la réflexion officielle, publiée d'ailleurs sur la stratégie de résilience des États-Unis, ils vous disent toujours qu'il faut investir et être indépendant dans la défense, l'agroalimentaire, la santé, le numérique et l'énergie. Bon, ben dans tous ces domaines, nous devons investir très fortement. Et dans la santé, vous savez que malheureusement la France a terriblement régressé depuis 20 ans. Nous étions la deuxième industrie pharmaceutique d'Europe et la troisième du monde il y a 15 ans. Nous sommes 7e, 8e rang, notamment suite à une politique imbécile du ministère de la Santé qui ne voyait les achats que par le mécanisme de prix. Et donc, on ne s'est jamais intéressé aux questions stratégiques de localisation, d'innovation suffisamment. Donc, là aussi, ça serait un moyen donc, de cibler les secteurs où nous avons des startups tout à fait remarquables, dans la politique de l'énergie également. Sur le numérique, nous avons de très belles boîtes. Sur la deuxième question des restrictions sanitaires et de la relance, bon, on ne va pas refaire le film du confinement. Moi, j'étais beaucoup intervenu, notamment par tweet, mais pas seulement, par des interventions sur le premier confinement. Bon, je ne vais même pas traiter le fait que nous avons le record du monde de la dépense publique et que malgré ça, on s'est retrouvé sans masque, sans test au mois de mars. Donc, je n'épilogue même pas là-dessus, même si en soi, c'est totalement scandaleux. Mais j'évoque ici la durée du confinement. À partir du moment où on n'avait pas de masque et de test, ce n'était pas idiot de fermer à mi-mars, mais on a eu tort de rester si longtemps fermé. Et là aussi, c'est le moment d'investir dans les tests, dans les laboratoires, de renforcer nos capacités de résilience et de développer toutes les productions qui permettent d'être indépendants dans la santé. Encore une fois, c'est une réflexion qui est mondiale dans tous les pays où on a une réflexion stratégique. Il faut être résilient et souverain sur la défense, l'agroalimentaire, la santé, le numérique et l'énergie. Sinon, c'est de la farce. Ce n'est pas la peine de parler de souveraineté si on n'est pas souverain dans ces 5 secteurs absolument clés. Et si demain, on a à nouveau... déjà, nous sommes en phase d'accélération du Covid, mais s'il y a encore une nouvelle accélération, d'abord, il faut noter qu'on n'a plus du tout les moyens de refermer l'économie. Ça serait totalement suicidaire parce qu'on a fermé la première fois pendant 2 mois
Ça va nous coûter 1 million de chômeurs structurels de plus, c'est colossal, et 1 million de pauvres en plus. Je rappelle que chaque semaine supplémentaire de fermeture en avril-mai nous a coûté entre 0,9 et 1% de PIB. Toute l'Europe du Nord a réouvert à mi-avril. Nous avons réouvert le 11 mai. Ça nous a coûté d'autant plus cher que les Français continuant de consommer. Ça s'est traduit par des importations. Et donc, ces importations, ça s'est traduit par des pertes de parts de marché. Et quand les entreprises ont réouvert, elles sont allées voir les clients qui leur ont dit « mais on a trouvé d'autres sources d'approvisionnement ». Donc, le masque, les tests, le confinement, suite à un test positif, tout ça, c'est nécessaire sur une base individuelle avec un confinement d'1 semaine pour ceux qui sont positifs. Mais il faut bannir l'idée d'avoir à nouveau une fermeture générale parce que ça serait la destruction du pays. Je rappelle que le premier épisode nous a coûté 10 points de PIB et 200 milliards de dettes en plus. Ça nous a amené à 118 points de PIB de dette. Donc, on n'a absolument plus les moyens de jouer à ça. Donc, c'est pour cela aussi que je pense qu'avec les 70 milliards que j'évoquais, en investissant sur les startups de santé, il y a plein d'innovations actuellement pour de nouveaux tests, de nouveaux médicaments. Cette saloperie de Covid est là probablement pour plusieurs trimestres encore. Donc, il faut qu'on vive avec et qu'on y réponde par la technologie, l'investissement et la politique d'investissement et la politique d'investissement stratégique que je propose répond à ce besoin. Merci, professeur Saint-Étienne. Alors, j'ai des nouvelles questions. Donc, Jean Cazelet qui demande que pensez-vous de la proposition d'Esther Duflo, donc, qui est de confiner les gens avant Noël pour qu'on puisse fêter Noël? C'est la première question qui est plus sanitaire. Ensuite, il y a Hubert Lévy-Lambert qui demande est-ce que vous pensez que la France pourra rééquilibrer un jour son commerce extérieur? Et Hubert qui dit vous dites qu'on n'a plus les moyens de jouer, on n'a plus les moyens de jouer à cela. Avait-on vraiment les moyens de dire quoi qu'il en coûte? Donc ça, c'est le complément d'Hubert sur les finances publiques. Et finalement, Gilles Moutet qui dit, donc c'est une remarque par rapport à l'idée de financer les entreprises qui vont bien. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais est-ce que c'est l'idée de financer plutôt ces entreprises-là que les entreprises qui vont mal? Voilà, je vous laisse réagir à ces trois questions. Bon, je ne personnaliserai pas sur Madame Duflo, qui a été ministre de l'Environnement, sans lancer la politique de… Alors, c'est Esther Duflo, la prix Nobel française. Oui, qui intervient sur plein de sujets, notamment elle devrait rester dans les questions de développement parce qu'elle est intervenue sur la fiscalité et elle est bien française. Dès qu'il y a une crise, il faut augmenter les impôts. Donc là, elle nous propose effectivement de fermer, effectivement, je m'en souviens maintenant, le pays avant Noël. C'est psychédélique, c'est n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas de quoi elle parle, tout simplement. Elle n'a pas l'idée de ce que ça nous a coûté, la première fermeture. Donc, il faut une politique ciblée, mais une fermeture générale n'a absolument pas de sens. On mettrait le pays à genoux. Ça a déjà été dit, mais je le répète ici, 1 million de chômeurs en plus, des dizaines, peut-être 100 000 faillites de magasins, de restaurants, c'est combien de suicides, combien de dépressions, combien de cancers. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Il n'y a pas que les morts de Covid. Si la politique qu'on mène provoque des morts indirectes tout aussi violentes, c'est à prendre en compte. Je rappelle d'ailleurs que sur le Covid, Dieu merci, on a progressé. Il y a un tiers de moins des gens qui vont à l'hôpital qui vont en réa, et parmi ceux qui vont en réa, il y a 2 fois moins de morts qu'au printemps. Et on continue de progresser très vite avec les corticoïdes, avec les anticoagulants, donc on avance. Il y a de nouveaux médicaments, parce qu'on ne parle que des vaccins, mais il y a aussi les soins qui peuvent être apportés. Mais on n'a plus les moyens de fermer, et donc
certainement pas confinés avant Noël pour passer Noël, parce qu'à ce moment-là, les gens passeraient Noël, mais on distribuerait les oranges à ceux qui n'auraient plus de moyens de survie. Alors, sur la question de Hubert Lévy-Lambert sur le commerce extérieur, l'effondrement du commerce extérieur français, alors il a deux éléments. D'abord, notre effondrement de part de marché à l'export. Donc la France, alors c'est des stats OCDE, le dernier point haut de l'économie française est 1999 et depuis 1999, nous avons perdu 40% de nos parts de marché à l'export au plan mondial. Nous sommes passés de un peu moins de 6 à 3, un peu plus de 3. Donc, on a perdu 40% de nos parts de marché. Alors, on pourrait dire, mais c'est lié à l'euro, ainsi de suite. Quand on regarde nos parts de marché, c'est-à-dire quand on rapporte les exportations de biens et services français aux exportations de biens et services des autres pays de l'Union européenne, de la zone euro, donc notre part des exports de la zone euro, on a perdu 25% de notre part. Donc il y a un effondrement français spécifique, indépendamment de notre appartenance à la zone euro. Il est lié à la désindustrialisation massive. Bon, ça fait des années que je pointe ce sujet, maintenant il commence à être connu. Vous savez tous que l'industrie manufacturière est tombée à 10 points de PIB de l'économie française, alors qu'elle est à 21 en Allemagne, peut-être un peu moins cette année, mais en tout cas c'est le double. D'ailleurs, puisque vous êtes la plupart polytechniciens, c'est assez facile. À partir du moment où la part de l'industrie est à 10 chez nous et 21 en Allemagne, et que l'économie française est à 70% de l'économie allemande, vous voyez que la valeur ajoutée de la production manufacturière en Allemagne est proche de 3 fois la production manufacturière française en euros. Donc, alors qu'il y a 20 ans, c'était le double. Donc, il y a un effondrement spécifique. Alors, j'ai pas mal écrit sur ce sujet. Je ne vais pas le développer ici puisqu'on a peu de temps, mais je pense que c'est lié à une erreur de compréhension de l'ensemble des élites, gauche et droite confondues, pas seulement politiques, mais également économiques au cours des années 90. Ces élites qui se sont imaginées que nous entrions, vous avez tous entendu ça, dans un monde post-industriel, alors qu'en réalité, on était en train de passer de la deuxième à la troisième révolution industrielle. D'ailleurs, l'effondrement, il commence en 99-2000. C'est concomitant avec la mise en place des 35 heures. Ce n'est pas seulement les 35 heures qui nous plombent, c'est le préjugé anti-industriel qui conduit d'ailleurs aux 35 heures qui nous plombe. Parce que sinon, si on avait été réaliste et si on avait compris ce qui se passait, on aurait réagi beaucoup plus tôt. Les premières réactions viennent en 2012-2013 avec le rapport gallois et le CICE, mais prenez un type ultra intelligent comme Macron, il est jeune et ultra intelligent, mais quand on lui remet le rapport Villani, on doit être en mars-avril 2018, il annonce 1,5 milliard d'euros sur l'intelligence artificielle sur 5 ans, c'est-à-dire 300 millions par an, et au même moment, en coût cumulé, le coût de la suppression de la taxe d'habitation, c'est 40 milliards sur son quinquennat. Moi, je suis moins jeune et moins intelligent, mais j'aurais été président de la République, j'aurais mis 40 milliards sur la robotisation, la numérisation de l'économie française. Peut-être j'aurais mis 30 et puis quelques milliards pour la taxe d'habitation pour être élu. Mais voilà. Alors pourquoi d'ailleurs, ce que l'on ne sait pas, mais pourquoi l'effondrement industriel est la base de l'effondrement du commerce extérieur? Alors, j'ai parlé de l'export, il y a aussi la montée des imports dans la consommation intérieure qui ont fortement progressé. Donc, on est mangé à la fois sur notre marché intérieur et on perd à l'extérieur. Alors, on était encore excédentaire en commerce extérieur en 2003-2004 et puis, bien sûr, on plonge et cette année, on annonce un déficit commercial de 70 milliards d'euros. Comme il n'y a plus d'excédent de tourisme, on va avoir un déficit de balance courante qui va être catastrophique. Donc,
enfin, la question de Hubert Lévy-Lambert portait sur quand est-ce qu'on mettra fin au problème du commerce extérieur, quand on réindustrialisera de manière extrêmement déterminée, c'est un peu ce qui est sous-jacent aussi dans mon plan d'investissement de 70 milliards d'euros. Pour comprendre d'ailleurs, et je termine par là sur cette question qui était tout à fait fondamentale, hein, pourquoi l'industrie, pourquoi la nécessité de réindustrialisation pour traiter la question du commerce extérieur. Alors le commerce extérieur, je précise que le déficit extérieur nous coûte 0,5 de croissance depuis 15 ans chaque année. Donc, si on avait simplement maintenu nos parts de marché là où elles étaient il y a 15-18 ans, il y aurait 1 million d'emplois supplémentaires dans l'industrie et chaque emploi de l'industrie génère 2 à 3 emplois de service. Et l'autre point qu'il faut savoir, c'est ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%, alors que nos économies, France, Royaume-Uni, États-Unis, sont à plus de 80% des économies de services. Il se trouve dans le même temps que 80% des exportations mondiales hors énergie et matières premières sont des exportations de produits manufacturés. Donc, pas d'industrie, ça veut dire pas d'export. Pas d'industrie, ça veut dire pas d'export. On ne sait pas non plus que 85% de la recherche et d'innovation est faite par l'industrie. Donc, pas d'industrie, c'est pas d'export et pas d'innovation. Voilà, donc l'effondrement industriel français nous coûte cher dans tous les domaines. C'est pour ça que si on veut traiter la question du commerce extérieur, il faut investir massivement dans la réindustrialisation. Alors la réindustrialisation, ce n'est pas des hauts fourneaux. La réindustrialisation, c'est réindustrialiser dans ce que j'appelle l'économie avec un I. On a développé ça dans plusieurs livres. L'économie, c'est l'économie de l'informatique, de l'Internet, de l'innovation, de l'intégration de systèmes. Et donc, c'est pour ça que le cœur de la réindustrialisation passe par la robotisation et la numérisation de notre système productif. La dernière question de Gilles Moutet sur financer ce qui va bien, l'idée, c'est justement de financer notamment la réindustrialisation du pays, mais il faut pousser aussi les entreprises de services qui sont innovantes. Je ne suis pas je suis pas dans une vision étroite où seul ce qui est industriel est intéressant. Alors, de ce point de vue, on a eu 3 révolutions industrielles dans les années 1780 avec la vapeur, 1880 avec l'électricité, 1980, donc c'est la révolution de l'informatique. Il faut bien comprendre que la définition de l'industrie change avec chaque révolution industrielle. L'industrie dans la première révolution industrielle, en poussant un peu le bouchon, l'industrie dans la première révolution industrielle, c'est ce qui marche à la vapeur. L'industrie dans la deuxième révolution industrielle, c'est ce qui marche avec l'électricité et les machines électriques et les moteurs électriques. L'industrie dans la troisième révolution industrielle, c'est ce qui marche à l'informatique. Alors, si d'ailleurs on définit, comme je le fais, l'industrie aujourd'hui comme toute activité qui fonctionne à base de processus normés et informatisés, on voit que l'industrie, même en France, est de l'ordre de 30% du PIB. Et c'est donc cette industrie économique, avec un I, qu'il faut pousser avec ce plan de 70 milliards d'euros. Et dans cette industrie économique, vous avez les banques, les assurances, tous les secteurs de services informatiques et tous les secteurs d'innovation à base numérique. Merci beaucoup, professeur Saint-Étienne. Vous avez répondu aussi par anticipation aux dernières remarques de Gilles Moutet qui disait « c'est grâce au numérique et aux robots que l'économie française ira mieux ». Donc, c'est en aidant les entreprises qui a développé la robotisation notamment. Donc, il y a aussi Fabienne Marquet qui dit vous avez noté les maladies liées au confinement. Il y a d'autres maladies, sinon l'absence d'activité physique, des sujets, donc des gens sujets aux troubles, au stress, donc des conséquences de santé en plus. Et, je suis d'accord avec ça. Mais... Et peut-être, alors, pour vous poser la dernière question en lien avec cela, et je vous laisserai aussi conclure, est-ce que vous avez déjà une idée, est-ce que les économistes ont déjà une idée de l'impact du passage, par exemple, en télétravail? On a étudié l'impact du confinement
sur l'impact économique et en termes de déficit, mais l'impact du passage en télétravail et de l'effet Covid sur la productivité donc voilà, sur le fonctionnement de l'économie, parce qu'on lit des études qui disent que c'est positif, donc le fait de passer en télétravail augmente la productivité, et on lit aussi des études qui disent le contraire. Donc je vous laisse avoir votre avis et je vous laisse aussi conclure voilà, ce webinaire. Alors, c'est une question difficile, donc je vais scinder. Toutes les activités ne peuvent pas se faire en télétravail. Donc, les activités qui ne peuvent pas se faire en télétravail, notamment les activités de production ou les activités de service, le fait de rajouter des contraintes sanitaires, ça a baissé la productivité. Alors, on n'a pas d'évaluation extrêmement précise. Il semblerait que sur ces activités-là, ça puisse représenter 5% de baisse, sachant que là aussi, il y a de l'apprentissage. Donc, si vous êtes chez Peugeot ou Renault, on peut supposer qu'au bout de quelques semaines, on puisse réduire cette baisse de productivité liée aux normes sanitaires dans la mesure où les salariés intègrent ces normes et donc ça ne freine plus le travail. Alors, en revanche, donc, pour les activités qui peuvent se faire en télétravail, il est vraisemblable qu'il y a eu, dans un premier temps, une augmentation de la productivité, mais tout ce que je lis, j'entends, ou les discussions que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a une lassitude qui apparaît au bout d'un certain temps, et donc on peut avoir une montée de la productivité au départ parce qu'on économise sur les temps de transport, et puis ensuite une productivité qui décroît. En plus de la lassitude, il y a le fait, bien compris par tous ceux qui doivent écouter ce webinaire, qui est qu'on apprend beaucoup, par les autres. Pour ceux qui ont vécu en entreprise, j'exagère peut-être, mais 80% des informations importantes, on les apprend dans les couloirs. Donc, s'il n'y a plus de couloirs, il n'y a plus d'informations de ce type. Et donc, très vraisemblablement, d'après tout ce que je lis et ce que j'entends, on va plutôt vers un modèle où il y aura peut-être 2 jours par semaine de télétravail, mais il y aura quand même 3 jours de présence physique, parce que c'est dans la maïeutique en commun physique qu'on progresse. Alors, il y a aussi un dernier élément, qui fait que le télétravail doit être considéré avec beaucoup de précautions, parce que les emplois qui peuvent être faits à 100% en télétravail, ça a été dit par d'autres, il y a un moment à partir duquel les chefs d'entreprise pourraient se dire, si c'est à 100% en télétravail et si on me fait la même chose 4 fois moins cher en Inde, je délocalise en Inde. Donc le télétravail peut être dangereux quand il est à 100%, si on peut délocaliser ailleurs. Alors, je pense que le télétravail, c'est une bonne idée, mais à prendre avec des pincettes. Alors, pour conclure, je trouve que notre État et nos pouvoirs publics ont été beaucoup en réaction, souvent avec un énorme temps de retard comme au démarrage, quand on s'est retrouvé sans masque et sans test, alors que déjà mi-février, on savait très bien ce qui allait se passer. Et là, maintenant, on a quand même des évaluations très précises qui montrent que les masques et les tests, les masques ne sont réellement commandés massivement que vers le 10 avril, alors qu'on ferme le pays le 15 mars, et les tests 1 ou 2 semaines après. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion totale à la tête de l'État sur ce qu'il fallait faire pendant 3 semaines, alors même qu'on avait arrêté le pays. À mon avis, il y a un deuxième plantage de l'État à la sortie, c'est-à-dire qu'on retarde beaucoup trop longtemps la sortie. En gros, il fallait faire 5 à 6 semaines de fermeture du pays partielle, mais pas 2 mois.
Et troisième plantage de mon point de vue, et après je dirai les points positifs, le troisième plantage, c'est justement, on n'accélère pas suffisamment sur les nouvelles technologies dans lesquelles on est bon et qui nous permettraient de nous en sortir demain. Sachant qu'en plus, j'évoquais tout à l'heure la défense, je pense qu'on va vers un monde extrêmement dangereux et je pense que ça ne serait pas complètement idiot en ce moment de faire un effort sur la défense, en plus du fait que nous sommes bons dans ce domaine. Alors, les points positifs, c'est tout de même qu'on met en place très vite un système de chômage partiel qui se révèle assez efficace, presque trop. Il ne faut pas le prolonger trop longtemps, parce que là aussi, s'il y a trop de chômage partiel, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des gens. Et donc, voilà. Télétravail ou chômage partiel, c'est à traiter avec précaution. Ça doit pas être durable. Et également, le plan que l'État a annoncé au mois de septembre, les 100 milliards, les 3 volets annoncés, comme je l'ai dit en introduction ce soir, me semblent plutôt pas trop mal conçus, mais il manque le 4e volet, qui est celui que j'ai développé ce soir. Donc, il y a des plus et des moins. Enfin, par rapport à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Suède, je trouve que voilà, c'est pas terrible en termes de track record depuis le mois de mars. C'est pas une catastrophe absolue parce que le pays est encore là, mais il est encore plus affaibli qu'il n'était avant d'entrer dans cette crise. Et bien sûr, je ne le développe pas ce soir, mais on était déjà affaibli fin 2019. Je rappelle qu'en 2019, les Allemands étaient à l'équilibre de leurs finances publiques et nous, on était pour la 48e année en déficit public. On était encore à 3 points de déficit. On avait une dette à 98 points de PIB, là où les Allemands étaient redescendus quasiment à 60. Voilà, donc on n'est pas capable d'utiliser les bonnes années depuis 20 ans pour remettre le pays d'aplomb. Et là, je trouve qu'on ne saisit pas suffisamment cette crise pour accélérer dans les choix positifs pour demain. Donc, voilà, c'est une sorte d'évaluation globale qui est grise. Il y a évidemment des entreprises qui partent de l'avant, qui se développent bien, mais le cœur de l'économie, je trouve, ne se robotise pas, ne se numérise pas suffisamment vite. Et je trouve que les grandes autorités du pays, l'actuel Premier ministre et son prédécesseur, l'actuel président de la République, mais c'était un peu le cas depuis 10 ans avant, on a des autorités publiques qui ne comprennent pas la transformation à l'œuvre avec la nouvelle révolution industrielle et qui ne mettent pas les moyens suffisants pour accélérer dans la bonne direction. Donc, tout n'est pas noir, mais il faut vraiment qu'on se réveille. C'est pour ça que ce 4e volet que j'évoquais en introduction a pour objectif d'être l'instrument du réveil national. Merci, professeur Saint-Etienne. On souhaite que les hautes autorités vous entendent et rajoutent… Pas très optimiste, mais je vais continuer de me battre. En tout cas, merci pour ce soir et merci pour vos actions pour aider à améliorer le plan de relance. Il y avait encore quelques remarques du chat, notamment de Fabienne, qui dit que, comme vous le disiez, que l'effet productivité est peut-être positif à court terme, mais c'est plutôt un mix à trouver et avec des effets, en plus de peut-être le risque de trouver des employés à l'étranger, une transformation vers le travail indépendant qui peut aussi être un changement aussi structurel oui. avec le télétravail. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Jeudi prochain, nous accueillerons Caroline Leboucher, qui est la directrice générale d'Atout France, l'agence qui fait la promotion du tourisme en France, donc qui ne doit pas avoir un travail facile en ce moment parce que c'est difficile pour le tourisme. Voilà, merci beaucoup, très bonne soirée et à jeudi pour le prochain webinaire. Au revoir, merci. Bonsoir.